à cette conférence. Et vous donc, pouvez peut-être un peu baisser le micro. Oui, la tâche qui m'a été confiée a été de faire donc, un état des lieux de la répression, du négationnisme en Europe. Et du coup, j'avais précisé donc, que je pouvais également donc, exposer le cas français. Alors, comme du coup, je parle en premier, je vais peut-être faire une petite précision sur ce qu'on entend, en tout cas, au niveau européen et donc en France par négationnisme. À l'origine, en fait, c'était une doctrine qui consistait dans la négation pure et simple de l'entreprise génocidaire commise par le régime national-socialiste. Et aujourd'hui, en fait, le négationnisme, le terme négationnisme, sert à désigner tout discours qui consiste à nier l'existence d'un crime particulièrement grave. C'est pourquoi aujourd'hui on parle du négationnisme du génocide arménien, du négationnisme du génocide commis par les Khmers rouges au Cambodge, ou encore on peut parler par exemple du négationnisme des attentats qui ont été commis le 11 septembre 2001 donc, à New York. Alors la pénalisation en fait du discours négationniste, elle est finalement d'apparition assez récente, enfin elle est relativement récente puisqu'elle date du début des années 90 et elle est concomitante en fait avec la prolifération du discours négationniste et particulièrement celui qui consistait donc à nier le génocide dont ont été victimes les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est particulièrement donc prégnant en France, puisque en France, la pénalisation du discours négationniste date de la loi qui est la loi Guesso du 13 juillet 1990. Et en fait, cette loi Guesso, donc, elle a introduit dans le droit français, donc dans notre loi sur la presse du 29 juillet 1981, un article qui s'appelle donc l'article 24 bis, et cet article donc 24 bis sanctionne la contestation des crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc au départ, ce délit, quand il est apparu en France, il était relativement on va dire, isolé, et dorénavant, en fait, il s'inscrit dans un mouvement international qui est plutôt favorable. En témoigne donc notamment la décision dont vous avez parlé, donc la décision cadre de l'Union européenne, donc du 28 novembre 2008, sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. Et en fait, c'est une décision cadre qui encourage la création d'un délit de négation, de banalisation grossière, des génocides, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, et sur laquelle je vais revenir donc plus longuement. Alors, je n'y reviens pas, effectivement, vous avez eu en Belgique donc une modification récente de la loi Monroe. La modification entendait donc finalement se conformer à la décision cadre du Conseil européen, sur laquelle donc, je reviendrai tout à l'heure. Ce texte, ce nouveau texte soulève un certain nombre de questionnements qui expliquent donc sans doute les débats qui ont entouré son adoption et puis les propositions, parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, les propositions nouvelles formulées, la conférence qui est aujourd'hui, et donc d'une certaine manière, afin de répondre à l'invitation qui m'est faite, et puis afin de répondre sans doute aux interrogations que certains d'entre vous peuvent se poser, je ferai d'abord un point en fait sur le cadre européen au sens large, et ensuite donc, je ferai un point sur la situation française, parce que je pense que les débats qui ont lieu en France en fait, sont très éclairants par rapport à ceux que vous pouvez rencontrer en Belgique. Alors s'agissant du droit européen et dans un souci pédagogique, je vais distinguer en fait le cas du droit de l'Union, qui sera l'occasion d'évoquer la législation de certains États membres, et j'évoquerai à part la position de la Cour européenne des droits de l'homme, justement donc, pour éclairer un petit peu son propos. Alors par rapport à la décision cadre à laquelle le législateur belge a cherché donc, à se conformer, la décision cadre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc c'est l'article 1er de la décision cadre, article 1er, petit 1, dit C et D. Et cet article 1er donc, impose, je cite, aux États membres de prévoir la sanction de la négation ou la banalisation grossière des crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale, visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, lorsque le comportement est exercé d'une manière qui risque d'inciter à la violence ou à la haine à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un membre d'un tel groupe. Je m'arrête là pour l'article, juste pour donner quelques informations. D'abord, qu'est-ce qu'on apprend à la lecture de cet article? On comprend en fait que le négationnisme qui doit être sanctionné est celui qui incite
au racisme, ainsi qu'en témoigne donc d'abord la définition du groupe visé et la précision selon laquelle le comportement doit inciter à la haine ou à la violence. Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. Ensuite, la deuxième remarque sur cette décision cadre, ce n'est pas un négationnisme simple qui est visé par la décision cadre, mais c'est bien un négationnisme qualifié au sens où il faut que le discours mette en cause certaines personnes pour qu'il soit, en tout cas, la décision cadre invite à ce qu'il soit sanctionné lorsqu'il met en cause certaines personnes. Et puis, la décision cadre, elle précise ensuite que les États peuvent restreindre, c'est une faculté, ils ne sont pas obligés de le faire, mais ils peuvent le faire, et ils peuvent effectivement restreindre la portée de cette pénalisation. Alors, il y a deux restrictions qui sont possibles. Elle énonce donc dans un point 3 que les États peuvent choisir de ne punir que le comportement qui est en soi exercé d'une manière qui risque de troubler leur public, ou alors un comportement qui est jugé menaçant, injurieux ou insultant. Ça, c'est la première façon finalement de restreindre la pénalisation du négationnisme, du discours négationniste. Et puis on a un deuxième point, une deuxième façon de restreindre le délit, c'est le point 4 du même article, qui permet donc aux États membres de limiter la pénalisation du négationnisme des crimes qui ont été établis par une décision définitive rendue par une juridiction nationale de l'État membre en question ou une juridiction internationale. Et donc c'est cette seconde limite qui va permettre donc aux États qui choisissent d'adopter cette limite, de définir avec un peu plus de précision leur délit de négationnisme, ce qui peut avoir, si on doit chercher un avantage, ça peut avoir un avantage du point de vue du principe de l'égalité, mais cette précision présente un inconvénient dans la mesure où elle va forcément avoir pour conséquence d'exclure un certain groupe de victimes, et notamment donc la communauté arménienne de cette protection à partir du moment où le génocide arménien n'a pas été reconnu formellement, je dis bien formellement, par une juridiction, et ce en dépit donc d'une reconnaissance législative nombreuses, par de nombreux États, par l'Union européenne, par le Conseil de l'Europe. Alors, c'est une limitation de fait qui peut interpeller, qui interpelle d'autant plus que la décision cadre, elle était intéressante parce que justement, elle subordonnait la sanction du discours négationniste au comportement exercé d'une manière qui tend à inciter donc à la haine et à la violence. Donc on avait l'impression en lisant cette décision cadre que la seule façon qu'il y avait de restreindre la portée du délit de négationnisme, c'était de dire eh bien, le seul négationnisme qui doit être poursuivi, c'est celui qui incite à la haine et à la discrimination. Et finalement, on se rend compte qu'avec cette limitation, elle semble admettre un autre critère de limitation, un critère de limitation qui a été utilisé par certains États et sur lequel donc je reviendrai. De fait, qu'en est-il au niveau des États européens? Alors, j'avais prévu d'en parler plus longuement, mais du coup, je vais aller relativement vite pour vous donner un petit topo rapide des États européens. D'abord, on a eu une distinction au départ. Au départ, les premiers États à avoir pénalisé le négationnisme ont, à l'exception de la Suisse et du Luxembourg, choisi de circonscrire la pénalisation du discours négationniste à la négation des crimes commis par le régime national-socialiste. C'était le cas, c'est d'ailleurs toujours le cas de l'Allemagne, c'était évidemment le cas, et c'est toujours le cas de l'Autriche, c'était le cas de la France, alors ça ne l'est plus depuis 2017 puisqu'il y a une ouverture du délit sur laquelle je vais revenir. C'était le cas aussi au début donc, de la Belgique avec donc, la loi de 95. D'autres États ne sanctionnent que la négation d'une partie, d'ailleurs, des crimes commis par le régime national-socialiste. C'est notamment le cas de la Slovaquie, qui fait référence uniquement à l'Holocauste. C'est le cas de la Roumanie, qui fait référence à l'Holocauste et au génocide des Tziganes, du régime national-socialiste. Et puis, ce n'est qu'après en fait, qu'on a eu une extension en fait, de cette appréhension du discours négationniste. Il a fallu, en fait, alors les premiers États qui ont étendu le champ d'application en termes d'objets, je parle, en termes d'objets, les premiers États à avoir étendu le champ d'application du délit de négationnisme, c'est la Suisse et le Luxembourg. Alors la Suisse, c'est l'article 261 du Code pénal qui vise génocide et autres crimes contre l'humanité sans restriction, si ce n'est un motif discriminatoire sur lequel je reviendrai. Et puis le Luxembourg qui visait donc formellement donc, tous les génocides depuis l'origine et qui depuis 2011 vise tous les crimes contre l'humanité et tous les crimes de guerre avec la petite référence que ces crimes contre l'humanité et crimes de guerre
doivent avoir été reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale. Et puis après, on a eu une extension. D'autres États, par exemple, la République tchèque, la Pologne, ont étendu la pénalisation du discours négationniste aux crimes communistes. Et c'est à partir des années 2000 qu'on a eu cette extension à tous les crimes, on va dire les crimes les plus graves, autrement dit, les premiers États qui ont adopté un délit négationniste au sens large et qui couvre donc l'ensemble des crimes qui ont été l'ensemble des génocides. Ça a été donc l'ex-République de Macédoine notamment, Chypre, le Portugal. Le Portugal, en 2007, a introduit donc une incrimination dans le code pénal qui interdit donc la négation des crimes de guerre, des crimes contre la paix et des crimes contre l'humanité, sans restriction. Et puis après, on a eu un dernier mouvement à partir de la décision cadre de 2008. Le dernier mouvement, c'est avec Malte notamment, qui a introduit donc, dans sa législation, dans son code pénal, un article qui correspond quasiment mot pour mot à l'article 1er de la décision cadre dont je vous ai parlé tout à l'heure. La Lituanie aussi a suivi le pas. La Slovénie également donc, contient ce type de délit. Alors je vais y revenir, la France et la Belgique ont aussi complété leur législation pour gommer la référence originelle au seul crime commun par le régime national-socialiste, et ce non sans difficulté. Mais avant de venir sur ces législations, je voudrais préciser une chose, c'est que finalement on se rend compte, alors je n'ai pas vraiment eu le temps de vous le montrer, mais sur la plupart des États que j'ai examinés et qui ont ce délit de négationnisme, finalement, assez peu d'entre eux font référence à la reconnaissance du crime par une juridiction, si ce n'est donc le Luxembourg, Chypre, la Lituanie, et encore que la Lituanie fait référence aux décisions de justice, mais fait aussi référence aux lois de la République de Lituanie, aux droits de l'Union européenne. Donc on voit bien que ce n'est pas seulement les crimes qui ont été qualifiés comme tels et reconnus comme tels par un tribunal. Au niveau des législations donc, des États européens, on se rend compte en fait que beaucoup d'entre eux ont plutôt fait le choix de restreindre en fait, la pénalisation du discours négationniste en ajoutant une condition. Alors ce n'était pas le cas des États originels, c'est-à-dire qu'au départ, si on prend par exemple les textes français, autrichiens, luxembourgeois, andorrans, belges, même le texte polonais, on se rend compte qu'il n'y a pas de condition. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est réprimé, c'est le discours qui consiste à nier l'existence d'un crime particulièrement grave, peu importe lequel, en fonction du texte concerné. Donc il n'y avait pas de conditions. Il y a eu des conditions dans certains textes. Le premier qui a inséré une condition, c'est le texte allemand, qui nous dit en fait que la sanction du négationnisme elle est subordonnée à la réalisation d'une condition. Cette réalisation, c'est il faut en fait que le discours soit effectué d'une manière en fait apte à troubler la paix publique. Et donc ce n'est que si le discours est apte à troubler la paix publique que ce discours négationniste sera sanctionné. Et puis partant, en fait, à partir des années 2000, il y a eu tout un mouvement qui s'est dit que finalement, comment on peut faire pour pénaliser le discours négationniste sans pour autant porter atteinte de manière trop forte à la liberté d'expression, et bien en ajoutant une condition, alors soit une condition relative aux conséquences dans l'expression, soit une condition relative à l'intention. Et donc vous avez des États, par exemple, je prends le cas de Malte, Malte va pénaliser en fait la négation des crimes les plus graves lorsque le comportement, donc lorsque le discours négationniste est exercé d'une manière qui soit risque d'inciter à la violence ou à la haine, soit risque de troubler un public. Donc il faut qu'il y ait cette condition pour que finalement le discours négationniste soit sanctionné. Et donc là, c'est une condition qui est liée aux conséquences de l'expression. Et puis, vous avez aussi des États qui ont fait le choix, par exemple, d'ajouter une condition qui est plutôt liée à l'intention. Par exemple, je prends le cas du Portugal. Le Portugal, lui, va réprimer en fait le discours négationniste lorsqu'il est réalisé, je cite, avec l'intention d'inciter ou d'encourager à la discrimination raciale ou religieuse. Donc là, on voit en fait qu'on a un élément en fait intentionnel qui réside dans le motif discriminatoire. Et ce choix pour le motif discriminatoire, c'est aussi celui qui a été choisi par la Suisse,
code pénal suisse, hein, l'article 261 dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'article dispose que sera puni finalement celui qui aura publiquement, en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion, nié, minimisé grossièrement un génocide ou un crime contre l'humanité. Et la formule, en fait, si vous voulez, en raison, en fait, elle renvoie justement à une exigence qui est relative à l'intention en fait, du locuteur. Donc voilà un petit peu pour dresser très rapidement ce qui se passe donc, au niveau, donc, on va dire, des États européens et puis ce que dit surtout la décision cadre. Je voudrais faire un point rapide sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, première chose d'abord, par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme, je tiens à rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne juge pas des individus, donc elle n'est pas là pour juger des individus passibles de sanctions pénales. En fait, elle doit dire en fait si l'État a eu raison ou non d'infliger une sanction pénale à quelqu'un qui conteste, puisque dans notre propos, à quelqu'un qui conteste la réalité de faits historiques. Et donc au départ, ce n'est pas la Cour européenne qui a été saisie de la question en fait, de l'ingérence des États dans le propos négationniste, c'est la Commission européenne, la Commission européenne des droits de l'homme qui s'est prononcée en premier lieu sur ces discours négationnistes et qui a considéré à chaque fois qu'elle a été saisie, de la sanction d'un négationniste, eh bien, elle a considéré en fait que l'ingérence, autrement dit la sanction prononcée, était justifiée au regard donc, de l'article 10 qui protège la liberté d'expression, parce que justement cet article 10 protège la liberté d'expression, mais en même temps dit qu'il y a des buts légitimes qui permettent finalement de restreindre le discours, et notamment parmi ces buts légitimes, il y a la réputation d'autrui, il y a la préservation de la paix, et c'est des motifs qui avaient été retenus donc, par la Commission européenne des droits de l'homme. En revanche, la Commission européenne des droits de l'homme ne s'est jamais servie d'un autre article de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est l'article 17. L'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, en fait, c'est un article qui s'appelle l'interdiction de l'abus de droit, en fait. Et c'est un article, en fait, qu'on peut utiliser comme une clause couperet. C'est-à-dire que, en gros, c'est un article qui nous dit que un individu ne peut pas se servir d'une disposition de la Convention, donc ne peut pas revendiquer pour lui une disposition de la Convention pour finalement détruire les droits et libertés d'autres individus. Et dans le cas en fait, des négationnistes, eh bien, en gros, on avait le cas de ces personnes qui disaient qu'au nom de la liberté d'expression, protégée par l'article 10 de la Convention, eh bien, ils cherchaient finalement, au nom de la liberté d'expression, à porter atteinte à d'autres droits. Et donc la Commission européenne, elle ne s'est jamais servie de cet article 17, il a fallu attendre en fait, finalement que la Cour européenne soit saisie de la question pour qu'elle utilise en fait, cette clause couperet à l'encontre des négationnistes. Et on va dire que depuis, alors c'est un arrêt Garaudy contre France de 2003, depuis cet arrêt, en fait, la Cour européenne des droits de l'homme utilise cet article 17 contre les auteurs donc, négationnistes. Autrement dit, elle va l'utiliser comme un instrument de déchéance. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, de fait, elle va considérer que le discours négationniste est un abus de droit, et donc il est sanctionné en tant que tel. Alors, après, la question, c'est quel discours négationniste? Et donc, j'y viens, puisque la première fois, en fait, qu'elle a considéré que la négation pourrait se voir soustraite, que le discours négationniste pourrait se voir soustrait finalement à la protection de la Convention européenne, c'était en 98. Et en 98, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, en fait, donc c'est un arrêt qui concernait la France, encore une fois, le I2 et Isorni, et elle nous dit il existe une catégorie de faits historiques clairement établis, tel l'Holocauste, dont la négation se verrait soustraite par le jeu de l'article 17 à la protection de l'article 10. Donc là, elle laisse entendre qu'il y a une catégorie de faits qui n'est pas strictement limitée, puisqu'elle dit tel l'Holocauste, donc ça veut dire que ce n'est pas strictement limité, mais en tout cas, cette négation-là eh bien, se verrait finalement soustraite de l'article 10 qui protège la liberté d'expression par l'article 17. Et elle ne nous donne pas de critères pour savoir eh bien, finalement comment on fait pour savoir quels sont ces faits historiquement établis qui peuvent se voir soustraits à la protection de l'article 10. Alors pour avoir un critère, finalement, il va falloir attendre 2013, c'est l'affaire Berinchek contre Suisse, qui va nous donner un premier critère. Et effectivement, si on lit l'affaire, alors attention, l'arrêt de la Chambre et non pas de la Grande Chambre, dans l'arrêt de la Chambre,
on a le sentiment en fait que le critère pour savoir quand est-ce qu'un fait appartient à une catégorie de faits historiquement établis, eh bien on a l'impression qu'effectivement le critère c'est le fait que le crime doit avoir été jugé par un tribunal international. Et de fait, eh bien, à partir de là, on s'est dit que ça veut dire que pour la Cour européenne, la sanction du négationnisme n'est possible que si le fait a été historiquement établi, c'est-à-dire jugé comme tel par un tribunal, et que s'il est vecteur de racisme et d'antisémitisme. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans la décision de 2013. La Grande Chambre, elle, a été beaucoup plus prudente dans son arrêt de 2015, puisque justement elle met de côté cette question en fait, de la qualification juridique du crime, partant du principe que justement elle n'est pas tenue de dire, elle n'est pas tenue de se prononcer sur cette qualification, et elle va axer finalement son raisonnement bien, uniquement sur finalement le fait de savoir est-ce que le propos incite au racisme ou aux discriminations ou non. Et quand on regarde en fait la décision de 2015, eh bien, on se rend compte que dans la décision de 2015, la Cour européenne des droits de l'homme, donc l'arrêt de la Grande Chambre du 15 décembre 2015, la Cour européenne des droits de l'homme, elle incite sur un point, elle nous dit en gros que la pénalisation n'est tolérable que si le propos constitue, dans son contexte social, une incitation à la haine et à la violence. Et c'est ça le critère pour la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le fait de savoir est-ce que dans son contexte social, le propos en question constitue une incitation à la haine ou à la violence. Alors, ceci étant dit, et de fait je vais être très rapide, je voudrais parler un petit peu donc, du cas français. Le cas français, donc, je l'ai dit, la France a introduit un délit de contestation, puisqu'au départ c'est un délit de contestation de crimes contre l'humanité commis par le régime national socialiste, c'était en 1990. Ce délit a été étendu en 2017, et donc aujourd'hui, depuis 2017, est sanctionné, je cite donc, la négation, minoration, banalisation de façon transière d'un génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage lorsque ce crime a fait l'objet d'une condamnation judiciaire par une juridiction nationale ou internationale. Et cette extension, elle soulève des difficultés qui ne sont pas sans faire écho à celles que soulève la rédaction de l'incrimination belge telle qu'elle a été introduite donc en avril dernier. Alors, je n'ai pas le temps de vous développer les difficultés qui étaient celles d'abord du délit originel, puisque le délit originel, évidemment, avait été très largement discuté, c'est-à-dire que depuis 1990, depuis que ce délit existe, il est très très largement contesté en France pour plein de raisons. Et notamment au titre de l'atteinte à la liberté d'expression, au titre de la violation du principe d'égalité, au titre de la logique communautariste. Donc il y a plein d'arguments qui ont été évoqués. Je voudrais surtout m'intéresser à l'actuel, à la nouveauté en tout cas de 2017, et précisément à un point de cette nouveauté, le fait qu'il faut que le crime ait fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale. Alors, pourquoi on a cette précision? Alors, certains commentateurs du droit de la presse ont considéré que c'était le Conseil constitutionnel français qui était responsable de cette fausse piste pour appréhender les discours négationnistes. Et c'est vrai que quand on regarde bien, on se rend compte que ce critère de la reconnaissance juridictionnelle a été en quelque sorte introduite suite à une décision du Conseil constitutionnel du 8 janvier 2016, dans laquelle, effectivement, il a mis en lien la reconnaissance du crime par un tribunal et la pénalisation du discours négationniste. Mais pourquoi il avait fait ça en fait? Il avait fait ça en 2016 pour répondre en fait à une décision, pour ne pas se déjuger en gros, pour ne pas déjuger, une décision qu'il avait rendue donc en 2012 et dans laquelle en fait il avait censuré l'extension du négationnisme. Pourquoi? Eh bien parce que le crime était reconnu par le législateur. Et en fait, ce qui était à l'époque censuré, c'était qu'en gros, on ne voulait pas en fait que le législateur puisse reconnaître un crime et qu'ensuite, une fois qu'il a reconnu ce crime, puisse pénaliser la négation du crime qu'il a lui-même reconnu. L'idée, c'était qu'en gros, on ne voulait pas que le législateur reconnaisse une histoire officielle et ensuite pénalise celui qui nie l'histoire officielle que le législateur a lui-même reconnue. Donc voilà pourquoi ce critère a été introduit, ce critère du tribunal a été introduit, et c'est vrai que c'est une introduction qui est extrêmement maladroite. Alors pourquoi? Eh bien parce que si on regarde bien, au-delà du fait que cette introduction avec ce critère de la reconnaissance juridictionnelle du crime, on a forcément donc une limitation du champ temporel et donc forcément de l'objet du
discours négationniste qui peut être sanctionné, donc ce qui exclut forcément certaines communautés du champ donc, de la pénalisation. Et puis on perçoit le problème de la disposition, c'est que finalement on se rend compte que la ratio legis de l'infraction, ce n'est plus la lutte contre le discours de haine, ce n'est plus la lutte contre le racisme ou la lutte contre la discrimination. La ratio legis de l'infraction, c'est la protection de l'autorité judiciaire de la chose jugée. Et là, c'est problématique, puisque en fait, l'objet premier du délit négationniste, c'était de s'inscrire dans la lutte contre le racisme, et non pas de protéger l'autorité de la chose jugée. Et d'ailleurs, on ne voit pas très bien ce qui légitime un tel critère à partir du moment où, finalement, c'est pas parce qu'un crime a été reconnu par un tribunal que la négation de ce crime porte préjudice à autrui. Alors qu'un crime qui n'a pas été reconnu par un tribunal, eh bien, sa négation peut, au contraire, avoir un effet néfaste pour autrui ou pour la société. Alors, je développerai bien davantage, mais je n'ai pas vraiment le temps. Je voudrais simplement dire, en fait, pour cette question, en fait, du critère, que si critère il doit y avoir, il faut un critère, j'allais dire, objectif, et celui-là n'est pas, j'allais dire, objectif au sens de quel est l'objet de la loi. L'objet de la pénétration du discours négationniste, c'est de lutter contre le racisme et les discriminations. De fait, à mon sens, le critère, et s'il doit y en avoir un, c'est que finalement, les expressions préjudiciables sont les seules qui ne devraient pas pouvoir être tolérées. Et c'est d'ailleurs ce que dit la Constitution française. Quand on regarde en fait la Constitution française, et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 4 nous dit la liberté consiste à faire tout ce qui nuit pas à autrui. L'article 5 nous dit et même par un législateur, ne change rien, ce n'est pas ça qui fait que sa négation est préjudiciable. Ce qui fait que sa négation est préjudiciable, parce qu'on ne va pas s'intéresser au crime ni au criminel, on va s'intéresser au discours. Et ce qui fait que sa négation est préjudiciable, c'est quelle est la portée du discours dans le contexte social dans lequel il s'exprime. J'ai été un peu longue, je prie de m'excuser. Merci beaucoup. Merci.